Bonjour à tous. Peut-être juste avant de démarrer, vous vous demandez peut-être pourquoi. Enfin, Octourne est un cabinet de conseil, on va vous parler de Kaggle. Juste quelques mots. Donc, moi, je dirige une activité quand même avec 17 personnes. On est censé facturer chez le client, etc. Et aujourd'hui, on va vous parler d'une compétition sur laquelle on a passé un super moment avec Romain. Il y a eu quelques talks autour du lien entre le métier de data scientist au quotidien et le soir, le week-end sur les compétitions. Voilà, juste quelques mots. Moi, je considère qu'il y a une R&D absolument magique à faire sur les compétitions, l'école de la performance. Donc, on va vous montrer typiquement le genre d'algo qu'on utilise sur les compétitions. On va vous raconter une histoire qui est toute récente. C'est une compétition qui s'est terminée la semaine dernière. On a mis en place des techniques plutôt très avancées, assez créatives, enfin, vous en jugerez. Et en fait, nous, c'est l'antichambre des missions de conseil qu'on fait. Et quelquefois, on met en œuvre ce qu'on découvre sur ces compétitions-là chez le client. Donc voilà, on va vous raconter ça. Et donc, Romain va... Voilà ce qu'on a prévu au menu. On va vous juste, parce que tout le monde n'a pas forcément joué à ce concours-là, on va vous raconter les techniques qu'on a mis en œuvre. Romain vous parler d'online learning, vous avez peut-être entendu parler de ça aujourd'hui. Et puis moi j'aurais plaisir de vous parler du stacking et de la fin de cette compétition qui a été assez épique. Peut-être juste avant de commencer, qui connaît Kaggle et datascience.net, ces concours-là? Très bien, il y a déjà du monde. Qui joue? Qui gagne? Il y a un peu moins de monde. Très bien, on va vous raconter un petit peu ça. Romain, je te laisse. Oui, bonsoir à tous. Merci d'être présent encore à cette heure tardive. Il y a des gens qui ont participé à cette compétition ou pas? Ok, bon, c'est pas grave. Je vais commencer par la présenter. Quel était l'objectif? Donc TradeShift est une entreprise de dématérialisation. Et l'objectif de la compétition était de classifier des blocs de texte en type, à savoir est-ce que le bloc de texte était un titre, une adresse, un nom, etc. Donc voilà à quoi ressemblaient les données. En fait, tout était anonymisé. On avait des variables numériques, des variables booléennes et des variables catégorielles, mais on ne connaissait pas la signification de chaque variable. Donc le set d'apprentissage, on avait 1 700 000 lignes, donc chaque ligne correspondant à un bloc de texte. Et ce qu'on devait prédire, c'était 33 variables. Donc dans le cas classique de machine learning, on a souvent une seule variable à prédire, un seul Y. Là, c'est un cas un petit peu différent. On est sur une thématique multi-output. On a 33 variables booléennes à prédire. Et donc on a 145 variables, donc de toutes sortes, comme j'en ai déjà parlé. Le set de test est composé d'un peu plus de 500 000 lignes, et on avait en tout 17 millions de prédictions à calculer. Donc 33 prédictions pour chaque ligne du set de test. Quelle est la métrique d'évaluation sur laquelle on était évalué? Donc c'est le log loss, qui est une métrique assez classique en classification binaire. Donc là, c'est une fonction qui a deux cas, donc le cas où y égale à 1 et le cas où y égale à 0. Et donc c'est assez parlant en fait. Voilà la forme de la fonction. C'est une fonction qui est très pénalisante quand on est sûr de soi et qu'on se trompe. Par exemple, si on prédit que la probabilité d'appartenir à la classe 1 de x est 0,96 et que effectivement l'exemple x appartient bien à la classe 1, on va avoir un coût qui est très faible. Par contre, si l'exemple appartient à la classe 0, on va avoir un coût qui va bon là il est égal à 1,4, mais plus on va se rapprocher de 1, on va avoir un coût qui va se rapprocher de l'infini. Donc voilà, rapidement, donc on était évalué sur la moyenne des log loss de l'ensemble des blocs de texte et l'ensemble des variables à prédire. Et on faisait une moyenne là-dessus. À titre indicatif, le log loss moyen qu'avait TradeShift avant la compétition était 0,015. Voilà, donc je commence à vous parler de la modélisation. Le premier modèle qu'on a mis en place, c'est un modèle d'online learning. Vous en avez déjà peut-être entendu parler aujourd'hui. Quel est le principe? En fait, c'est un modèle qui prend exemple par exemple et qui apprend itérativement. Comme on voit ici, donc on regarde le premier exemple, on apprend, on regarde le deuxième exemple, etc. Et à chaque itération, on a 3 étapes. On a la première, donc on reçoit l'exemple. La deuxième, c'est on prédit la probabilité d'appartenir à la classe 1 pour cet exemple. Et la troisième, c'est on découvre le réel label de cet exemple.
Et grâce à ce feedback, on met à jour notre hypothèse, notre vecteur de poids. Voilà, en fait, c'est très simple. Quels sont les cas d'utilisation pour l'online learning? On en a deux principaux. Donc déjà, pour les données séquentielles, ça s'y prête très bien pour deux raisons. La première, c'est qu'on a un feedback évident. Et la deuxième, c'est que l'online learning est un modèle qui s'adapte au fur et à mesure du temps. Et du coup, si les données changent au fur et à mesure du temps, le modèle va réussir à capter ces changements. La deuxième application, donc c'est le cas du challenge Kaggle, c'est quand on a trop de données pour tout charger en mémoire. Pour travailler en batch, on travaille en stochastique, et là c'est beaucoup plus rapide vu qu'on regarde en fait exemple par exemple, au lieu de tout charger d'un coup et de construire un modèle sur toutes les données. Je présente une implémentation Python donc, inspirée de Google et reprise par un Kaggler qui l'a mise sur le forum Kaggle. Ce qui est intéressant dans cette implémentation, c'est que c'est 75 lignes de pur Python et il n'y a aucune dépendance. C'est très bien écrit. Donc, je vais présenter les 3 points, à savoir on reçoit l'instance, on prédit et on met à jour le modèle. Donc le premier, c'est on reçoit l'instance, donc rapidement on parcourt la ligne et on hache chaque feature. Et on construit un vecteur X qui va contenir une liste d'index en fait. Et cette liste d'index sera utilisée dans l'apprentissage. Une fois qu'on a reçu l'instance, on prédit, donc on essaye de prédire l'instance. Donc là c'est juste un produit scalaire entre le vecteur W qui est notre vecteur de poids, donc qui est notre modèle, et le vecteur X. Et ce produit scalaire, une fois qu'on l'a fait, on le passe dans une sigmoïde pour avoir effectivement une probabilité entre 0 et 1. Donc voilà, on a les deux premières étapes. Et la troisième, c'est la mise à jour du modèle en fonction du feedback. Donc là, on découvre le vrai label de l'exemple, est-ce que c'est 0, est-ce que c'est 1, et on met à jour notre modèle. Donc c'est une descente de gradient, on ne s'occupe pas de la ligne NI, là, on regarde juste le WI moins égal le gradient. Donc en fait, c'est la formule classique d'une descente de gradient avec un learning rate adaptatif dans notre cas. Donc le alpha, c'est le learning rate et on divise par la racine carrée de n de i. Ça permet de décroître la valeur du learning rate au fur et à mesure des itérations. De façon à ce que si on est à un autre layer au bout d'1 million d'itérations, on n'ait pas notre frontière de décision qui parte complètement. Une petite illustration, donc en 2 dimensions, c'est très simple, mais sur le fonctionnement de cet algorithme. On découvre des points au fur et à mesure, hein, on est sur une configuration online learning, et on met à jour finalement notre frontière de décision. Le code que je viens de vous montrer, c'est finalement ça revient à bouger la frontière de décision. Donc évidemment, on n'est pas en 2 dimensions, on avait plus de dimensions que ça. Une deuxième implémentation, c'est Vopal Wabit, donc c'est le même principe, sauf que bon, c'est industriel, c'est open source. Octo s'est intéressé à cette implémentation parce que ils l'ont présenté comme étant un modèle étant capable de traiter des milliards de variables et des milliards d'exemples et des millions de paramètres en seulement 1 heure sur un cluster de 1000 machines. Donc c'est très optimisé pour les grosses bases de données, quoi. Une illustration industrielle sur des séries temporelles. Donc là, en fait, la courbe en pointillé, c'est les données réelles, et la courbe prédite, avec l'intervalle de confiance qui est en dessous. On voit bien qu'au début, donc, le modèle n'a rien appris, donc il part de rien, et au fur et à mesure des itérations, il va venir se coller aux données réelles. On remarque aussi que l'intervalle de confiance en gris diminue. Donc voilà, donc on a vraiment des bonnes prédictions une fois que le modèle est appris, une fois qu'il a vu beaucoup de données, on a des prédictions de qualité. Donc l'avantage et l'inconvénient de l'online learning, c'est, bon, j'en ai déjà parlé, c'est que ça scale. Sur notre compétition Kaggle, on avait un dataset de 2 gigas, on entraînait un modèle assez performant en moins de 10 minutes et ça prenait même pas 400 mégas de RAM. Par contre, c'est un modèle, ça reste un modèle linéaire et ça peut être, on capte pas nécessairement les interactions entre les variables. Donc dans le challenge Kaggle, c'était problématique vu qu'on joue la métrique. Et donc, comment on a fait pour pallier ce problème? On s'est inspiré d'un papier de Google qui est sorti il y a quelques mois. Facebook, pardon, ouais. En fait, le principe, c'est on part d'un dataset avec des variables numériques, on entraîne un random forest. Donc là, schématiquement, on a laissé que 2 arbres. Et à partir de ce random forest, on fait appel à la fonction apply de la librairie scikit-learn
Et qu'est-ce que fait cette fonction apply? Elle renvoie pour chaque arbre l'indice de la feuille dans laquelle tombe chaque exemple. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais en gros, si on regarde que le premier arbre, on veut savoir quels sont les exemples qui vont tomber dans la feuille 3, la feuille 4 et la feuille 2. Et c'est les indices qu'on va retrouver dans ce nouveau dataset ici. Et ce nouveau dataset, donc en fait c'est une sorte de clustering supervisé, hein, si vous me permettez le terme. Ce nouveau dataset, on va le concaténer au dataset qu'on avait initialement, et on va le donner en entrée des méthodes d'online learning qu'on avait avant. Et ça nous fait gagner énormément. Sur la compétition, ça nous a fait prendre la première place assez rapidement. Voilà, je laisse Eric parler du deuxième modèle qu'on a utilisé. Je vais vous parler d'une autre technique. Alors, peut-être juste pour préciser, en fait, rares sont les modèles qui gagnent sur Kaggle ou sur datascience.net avec juste un modèle. Donc, en fait, ça fait bien longtemps qu'on connaît que c'est la multiplicité de modèles et leur combinaison qui fait que ça marche. Alors, je vais vous raconter une autre modélisation. Là, on n'est pas sur... quand on dit un autre modèle, en fait, c'est pas juste entendre un autre algorithme. Il s'agit d'une modélisation qui n'a rien à voir. Donc là, je vais vous parler d'une autre modélisation. Et vous avez peut-être entendu parler, il y a quelques années de ça, il y a Netflix qui avait lancé une compétition. Donc Netflix avait un enjeu majeur qui est celui de la recommandation. Et d'ailleurs, on bosse pour des chaînes de télé. Et Dieu sait que Netflix fait peur à ces chaînes de télé, principalement à cause de ces algorithmes extrêmement forts de recommandation. Et en fait, il y a plusieurs choses qui ont été découvertes. Enfin, ces compétitions à gros enjeux, en général, font avancer l'état de l'art scientifique. Et cette compétition, notamment, a mis sur le devant de la scène la combinaison des modèles. Donc dorénavant, voilà, c'est devenu le standard. Si on veut que ça marche, il faut combiner des modèles. Nous, à la fin, on avait 55 modèles différents, enfin 55 tirages de modèles différents, on va dire. Et dans Netflix, il y a un truc qui était assez innovant, c'est la technique de stacking, dont je vais vous parler dans un instant, que vous trouvez à peu près, que vous trouviez souvent parmi les top 10 des gens qui ont performé sur le concours Netflix. Alors, d'habitude, la méthode classique, c'est ça. Vous avez une matrice, admettons avec 300 000 lignes, et vous avez une target à prédire. Admettons un problème de classification binaire, donc un vecteur unidimensionnel à prédire. Donc là, pendant quelques slides, je sors de Redshift, c'est juste expliquer en quoi consiste le stacking. L'idée de base, c'est de se dire, c'est quand même top, une fois quand je découvre la réponse, de savoir où est-ce que je me trompe. Et donc l'idée, c'est vraiment ça. On va séparer nos données d'entrée, on va les séparer en 3 catégories. Donc par exemple 100 000, 100 000, 100 000. Et j'ai juste coupé, d'accord? J'ai rien changé, aucune modélisation, aucune transformation sur les variables, j'ai juste ça, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que je fais de ce truc-là? Donc je le mets de côté, et admettons, je vous explique là la technique standard, on va dire, niveau 1 stacking, parce que le niveau 2 consiste à modéliser, à pas jouer uniquement sur les classifieurs, mais également sur les variables d'entrée. Donc là, admettons, on pose, chaque modèle voit les mêmes variables. Et j'ai une dizaine de modèles en stock. Par exemple, j'ai N modèles, N classifieurs, CLF, c'est classifieur, et j'ai N modèles, et je veux que ces modèles soient, idéalement, il faudrait qu'ils apprennent un bout du problème, et il faudrait qu'ils ne se trompent pas à chaque fois au même endroit. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais, chaque modèle, je vais lui faire apprendre, je vais faire l'apprentissage statistique sur la matrice A, supervisée avec le vecteur YA. Ok? Et je vais lui faire prédire le vecteur B, la matrice B et la matrice C. OK? Et du coup, ces prédictions-là, je vais en profiter pour peupler une nouvelle matrice, une nouvelle façon de voir le problème, qui est la matrice B' et qui est la matrice C'. Alors, on peut s'intéresser 30 secondes à la modélisation de problème parce que peut-être que A et B, à la base, ils ont 1000 variables. D'accord? Vous avez des variables catégorie F, vous avez des variables qui correspondent aux clients, etc. Et là, on se place dans un espace totalement nouveau parce que cet espace, c'est l'espace des prédictions des classifieurs. Allez, il est tard pour voir si vous suivez. Donc, B fait 100 000 lignes. Combien il fait de colonnes? Qui se lance? Il n'y a rien à gagner. Hein. Presque. En fait, il y en a une par prédicteur. J'avais N prédicteurs, et du coup, je me retrouve avec donc à N près, vous aviez juste. Hein. Et donc, on se retrouve avec un problème qui a cette nouvelle dimensionnalité. Et les N, là, chaque vecteur, ici, c'est la réponse d'un classifieur sur des données qu'il n'a jamais vues. Autrement dit,
Et c'est là où on va évidemment rejouer avec YB maintenant, parce que ce qui est fantastique, c'est que je sais sur quoi se trompe chacun des classifieurs. Ce qui me permet potentiellement, alors idéalement dans Netflix, ils avaient trouvé une technique encore plus avancée qui permettait d'identifier des variables qui peuvent être un peu comme des interrupteurs, si vous voulez. Si je découvre par exemple que CLF1 va être très bon pour les femmes, et bien, par exemple, ce qui va être intéressant, c'est de pondérer, enfin pas pondérer, mais juste multiplier la prédiction de CLF1 avec un variable booléen, une variable booléenne qui va être par exemple le sexe. Et ce qui fait que, vous pouvez imaginer comme ça, c'est que en fait derrière, si je fais un modèle linéaire derrière, et ben en fait, à chaque fois que le modèle va avoir une instance avec femme, il va privilégier la prédiction, il va surpondérer la prédiction du premier prédicteur. Oui, oui, alors ça c'est l'idéal. C'est si on identifie des variables de type interrupteur. Alors, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle weighted feature stacking, et ce qui permet d'avoir un modèle linéaire en plus. Parce que, bon, évidemment, on ne comprend plus rien, mais à la fin, on dit oui, j'ai un modèle linéaire, mais oui, enfin, sauf qu'il faut voir toute la batterie. Ça fait des modèles excessivement complexes. J'en profite pour caser qu'évidemment, il y a une relation d'incertitude entre la performance des modèles et leur simplicité et le caractère explicatif des modèles. Ne cherchez pas à expliquer à votre manager pourquoi vous avez pris telle décision avec des modèles comme ça. Mais on s'en fout, en fait. Non, mais c'est vrai. Ça dépend des secteurs, mais en fait, le sujet, c'est quelle est la criticité du faux positif. Si vous êtes en train de développer un algorithme pour rentrer dans les logos de la CIA, là, le faux positif, il est très grave. Enfin, on ne peut pas laisser rentrer quelqu'un dans la CIA et faire le faux positif. Donc faux positif, c'est prédire 1 alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Si vous êtes en train de regarder les locaux d'accès à une boulangerie du coin, voilà, vous pouvez être un peu plus joueur et aller chercher un peu plus de performance. Alors du coup, que devient notre problème? Il devient ça. OK ? Donc, ça c'est la première étape. Maintenant, j'ai une seconde étape qui consiste à zoomer maintenant sur ce nouveau problème, qui est un nouveau problème. Okay, et là, j'ai un métaclassifieur qui est linéaire, ce que vous voulez, et qui, du coup, je vais faire l'apprentissage de ce classifieur méta sur B' en utilisant YB, puisque j'ai la réponse, d'accord? Et puis, je vais prédire maintenant C'. OK, et alors, du coup, pourquoi C? J'en ai pas beaucoup parlé. En fait, c'est ce qui permet de valider le modèle final, parce que on se garde toujours un petit bout du dataset. Ça marche bien quand on a beaucoup d'exemples. Netflix, il y avait des dizaines de millions d'exemples. Là, on en avait 1 700 000, donc ça pouvait s'y prêter à couper comme ça, parce que vous coupez une partie du problème, hein, évidemment, si vous faites ça. Et donc derrière, ça permet de valider le modèle et de tuner donc les métaparamètres du métaclassifieur. OK. Si j'ai pas YC, en fait, c'est la matrice de submit. Hein. Et si on revient en Kaggle, j'y reviens dans un instant, c'est la matrice de test, celle sur laquelle vous êtes évalué, et vous coupez dans ce cas le problème en deux une fois que vous avez vos métaparamètres. Revenons sur le Kaggle. En fait, nous, ce qu'on a testé qui marchait bien, c'était de trouver des modèles, on va dire, pour les variables continues et les variables de type binaire, et un autre modèle pour les variables de type catégoriel. On a utilisé... Oh, Random Forest encore et toujours. Pourquoi? Parce qu'à force, on finit par savoir les tuner, et puis, mine de rien, ça marche quand même pas mal. On a utilisé ça pour les variables continues et les variables binaires. Et pour les variables catégorielles, en fait, on avait le sujet d'avoir des... vous avez peut-être vu dans le slide d'intro, on avait des catégoriels avec plus de 200 000 modalités. En fait, ça fait des matrices très sparses. Donc, très sparses... la théorie dit que quand on a une catégorielle avec des n modalités, en fait, il faut créer n vecteurs binaires qui chacun en fait fonctionne comme on appelle ça des demis-variables, c'est état France, donc c'est 1 quand c'est France, 0, l'état de l'art statistique, c'est ça, quoi. Mais on peut pas le faire là dans le cas d'énormes comme ça modalités, et du coup on crée des matrices très sparses, et typiquement nous on a utilisé du stochastic gradient descent qui donnait des bons résultats pour cette étape-là. Et puis du coup, il y avait un dernier avantage, c'est qu'on avait 33 labels à prédire, mais les labels, en fait, ils étaient interdépendants. En fait, ils avaient une dépendance de type, soit c'est une date, soit c'est une adresse, mais ça ne peut pas être les deux. Et donc, on a modélisé en quelque sorte cette interdépendance entre les variables dans l'erreur commise par les prédicteurs du niveau 1.
Alors c'est particulièrement utile et nous on le recommande sur les problèmes de type multi-output avec des outputs qui sont interdépendantes. Voilà, donc ça c'était une deuxième partie du problème. Vous voyez une modélisation qui n'a rien à voir avec les deux premiers, avec Vopal-Vabit et puis l'online custom. Alors derrière, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on termine par un peu de cuisine. On met tout ça dans un blender et puis ça nous a sorti un score qui nous a permis d'être premier pendant une bonne dizaine de jours. Et si ça vous intéresse, on aimerait juste vous raconter la fin de cette compétition parce que c'était assez épique et il y a eu des choses qu'on n'avait jamais vues sur Kaggle. Alors, ça c'est notre score sur le leaderboard. On était les premiers Frenchies, hein, je pense quasiment depuis le début. On s'appelait les Trois Mousquetaires. On choisit de prendre un nom un peu épique, en tout cas français. Donc en haut, juste pour rappel, vous avez le benchmark de TradeShift. Bon, c'est assez rigolo parce que toutes les compétitions, les benchmarks, donc c'est-à-dire les équipes analytiques de nos clients, ils mettent leur meilleur score. Et bon, en général, ça met 2-3 jours à se faire exploser. Et là, c'était assez franc, divisé par 4 quand même le score de classification, c'est quand même assez historique. Je me rappelle même dans le forum, il y a des gens qui disaient « Oh là là, il est difficile à battre ce benchmark ». Et bon, il a fallu attendre, je ne sais plus, 48 heures pour obtenir des scores qui très très vite sont tombés. Donc voilà, fin octobre, début novembre, on prend la première place de la compétition avec une avance très très confortable. On a profité pour se la couler douce un peu. Donc Romain était parti au cinéma le dimanche soir, peinard. Il revient à l'entracte, il découvre qu'une équipe de Chinois qui étudient aux États-Unis nous sont passés devant et très franchement. Donc c'était les deuxièmes, ils ont pris 4 points derrière la virgule d'un seul coup. Là on a flippé, hein, on s'est dit, voilà, on se voyait déjà toucher la prime, la gloire, etc. On se voyait déjà parler, je sais pas moi, à Hollywood, et voilà, là en deuxième place on se retrouve à DataJob. Mais on est content d'être là, hein, rassurez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Romain, le génie que vous voyez là, nous sort un blend, j'appelle le méga blender, Romain. Il a combiné tous nos modèles. En fait, on était 3, donc chacun était spécialisé sur un modèle, sur une modélisation. Quand je dis un modèle, c'est donc une modélisation. Hein. C'est pas juste moi je prends random, Forest, toi tu prends les SVM, etc. Donc chacun avait une modélisation très différente. Et quand je dis très différente, vous voyez Vopal-Vabit et Online dont a parlé tout à l'heure Romain, scientifiquement c'est à peu près la même chose. Et en fait, souvent ce qu'on fait pour tester la différence des modèles, on trace juste des scatter plots des deux prédictions. Et quand les modèles sont assez proches, en fait, vous avez des prédictions qui sont à peu près cohérentes, qui sont distribuées autour d'une diagonale, quoi. Vous mettez Vopal et vous mettez du online custom, vous avez un carré de prédiction. C'est-à-dire que les modèles étaient tellement différents qu'il y avait carrément des 0,99 qui étaient prédits en 0,01 par l'autre. Donc ça crée vraiment une nouvelle façon de voir le problème. Alors donc du coup, voilà. On n'y croyait pas trop, et puis donc en blendant tout ça, Romain nous sort un score. Donc 17h23, la compétition se termine à minuit et on a 5 submits. Ouais, donc faut avoir les nerfs un peu accrochés. Donc premier submit, il nous score donc au millionième près, un peu plus même. Ouais. Au millionième près, il nous sort le même chiffre. Là, le forum s'emballe en disant « mais qu'est-ce qui se passe? On n'a jamais vu ça sur Kaggle à quelques heures de la fin de la compétition. On sort un score comme ça. Et là, c'est bon, on reprend espoir, on s'appelle, on se dit qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que la suite, il reste 4 submits, comment on les utilise, etc. Alors, on teste, ça marche pas. Ils testent, ça marche pas, ok. Ils améliorent. Dans la soirée, ils améliorent une nouvelle fois. Aïe. Donc là, on se dit c'est un peu mort. Il nous reste encore 2-3... il nous reste un dernier submit. Et voilà, 15 minutes avant la fin, ce que je vous ai pas dit, c'est que le fichier de submit, il faisait 500 mégas. Donc toi, tu as la fibre, enfoiré, moi j'ai la DSL. Donc ça mettait 25 minutes, ne serait-ce que l'upload du fichier, même zippé, ça mettait 25 minutes à uploader. Et donc moi, je m'occupais du dernier submit. Quelle responsabilité. Et j'envoie à minuit 20 et le score, il est arrivé seulement à minuit 45. Et j'ai eu peur que ça n'arrive pas. Mais voilà ce qui s'est passé. On est repassé devant à donc 23h46 avec une plutôt très belle amélioration.
Et là, on s'est dit, c'est bon, ils n'ont pas rebougé derrière, et donc on est content, on gagne. Sauf que, alors pour ceux qui connaissent Kaggle, en fait, vous submettez l'intégralité des résultats, mais le dataset, il est coupé, les prédictions sont coupées en deux. Et donc ça, c'est la réponse sur 30% des données. Et en fait, vous êtes noté finalement sur 70%, les 70% restants. Et il se trouve que nous, on n'a pas eu de bol, parce que sur le leaderboard privé, qui a été dévoilé donc à 1h du matin, heure française, évidemment, on n'a pas pu aller se coucher, on attend jusqu'au bout la fin. Donc voilà, les 3 mousquetaires sont repassés juste en dessous de Karl Henstow, qu'on a suivi de très loin. Le forum était tout excité, surexcité. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est terminé. Mais vous nous connaissez, on aime bien se faire mal un peu quand on est data scientist. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. En fait, sur Kaggle, vous avez l'occasion de soumettre, mais ça compte pas, mais ça permet de tester les modèles. Voilà, on avait des doutes sur les pourcentages qu'il fallait mettre sur les modèles, et en fait, on avait le modèle gagnant. Donc voilà, comme on aime se faire mal, on voulait juste tester ça. Voilà, écoutez, j'en ai fini. Juste un message. Si vous avez tout compris, venez chez Octo. Si vous avez envie de comprendre, venez chez Octo aussi. Je vous remercie de votre attention. Peut-être des questions. Ouais. Donc, votre fichier de soumission avait grossi au fur et à mesure jusqu'à 600 mégas, c'est ça? Non, c'est à chaque one-shot, en fait, fallait qu'on balance 17 millions de prédictions. Et en fait, comme on est sur une métrique de type log loss, donc avec beaucoup de chiffres derrière la virgule, on ne peut pas arrondir. Et donc, on balançait, je ne sais plus, à 10-8, on balançait 8 chiffres derrière la virgule quand même. Voilà, vous ne donniez pas votre modèle, vous ne donniez que les résultats. Exactement. Oui. Parce que dans d'autres compétitions, il arrive qu'on doive soumettre le code, ouais. De façon à ce qu'il soit, justement, qu'il tourne sur un dataset qui n'est pas du tout visible ou pas. Moi, j'en ai pas vu. En fait, en général, on a eu la chance de remporter quelques compétitions, par exemple sur datascience.net. En général, ce que demandent les gens, c'est un livrable quand vous gagnez. Un livrable plus ou moins académique en fonction de... Enfin, si vous êtes sur un concours à 500 000 $ et que vous avez fait avancer la science, on attend de vous un papier scientifique. Si vous êtes sur une compétition... comme la SNCF récemment a lancé une petite compétition, on a eu un prix, c'était 600 € de chèque cadeau, voilà, vous balancez 4-5 slides et ils ne demandent même pas les sources. En revanche, je vois mon ami Christophe dans la salle, on a gagné une compétition ensemble sur les prédictions de voitures. On a dû cleaner le code et l'envoyer le code, etc. Il y a des petits débats en ce moment sur la rémunération des data scientists sur les plateformes de compétition parce qu'il y a 2-3... les sociétés savent qu'on adore ça et on abuse un tout petit peu. D'accord. Merci. J'ai pas demandé, en combien de temps tournait votre combinaison de modèles? 48 heures. Ça prenait beaucoup de temps, hein. On n'a pas calculé, mais ouais, plus d'un jour, je pense. Non, mais alors, ceci dit, qu'est-ce que les entreprises viennent chercher sur des compétitions comme ça? Certainement pas des modèles à mettre en production. C'est des modèles d'une complexité démentielle. À la fin, même nous, on sait à peine relire ce qu'on a écrit. On aurait eu du mal à tout refaire. Ah, ouais. Et d'ailleurs, l'histoire Netflix est criante de véracité par rapport à ça. 1 million de $, vous regardez les papiers, c'est des combinaisons, ce qu'ils ont fait, là, ce qu'on a fait, ils l'ont fait à une échelle juste démentielle, toutes les équipes qui ont remporté des prix, et le modèle a évidemment jamais été mis en production. Pourquoi? Et d'ailleurs, nous, c'est ce qu'on voit souvent chez Octo, en général, quand on a un modèle, une modélisation à faire, déjà, il faut constituer, on cadre les sujets avec les clients, et les clients, ils ne savent pas quoi prédire, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on essaye toujours de se ramener à une modélisation de type Kaggle. On essaie toujours de se ramener à une matrice X avec un vecteur à prédire, parce que c'est ce qu'il y a de plus puissant. Et en fait, on va montrer à nos clients une cross-validation de ces modèles-là. Et là-dessus, comme on va à un très très haut niveau de management,
C'est rigolo, hein, c'est la première fois qu'on voit de la technique monter à des niveaux COMEX. On leur montre il faut leur montrer des résultats, parce que c'est leur performance commerciale derrière, blabla. Et du coup, on va monter très très fortement la performance des modèles pour montrer qu'il y a de la variance. Enfin, les données d'entrée du client expliquent beaucoup de choses. Ça, c'est important. Et ensuite, derrière, en accord avec le client, on va simplifier le modèle. On va le simplifier, on va arrêter de stacker, de blender, on va peut-être pas faire du gradient boosting, on va peut-être prendre des choses plus linéaires, etc. Peut-être pour donner un caractère un peu explicatif. Mais cette étape, pour nous, elle me paraît essentielle parce que on se dit, si un jour, pour vous, c'est plus important causalité, corrélation, si vous lâchez également sur l'aspect explicativité du modèle, sachez que vous pourrez avoir une performance beaucoup plus forte sur les algos. Et donc Netflix n'a jamais été mis en production. Et ce que viennent chercher les boîtes, c'est, je pense, une très très belle R&D. C'est ce que nous avaient dit des clients qui après, il y a des remises de prix un peu sympas, etc. Ils nous disent, oui, enfin, on a pris cher, les équipes analytiques, elles ont pris cher, elles ont découvert, enfin, c'est une nouvelle façon de voir les variables en fait. Si j'ai bien compris, votre résultat final est une agrégation de différents sous-modèles. Oui. Quelle technique utilisez-vous pour déterminer les coefficients de pondération de ces sous-modèles? Tu veux répondre? Je réponds. Ouais. En fait, on a isolé une base de validation, on a entraîné chacun de nos modèles sur la base d'apprentissage et on a sorti nos prédictions sur la base de validation. À partir de ça, on a calculé de manière brute, je crois que c'était une triple boucle fort, les coefficients optimaux de chacun des modèles. Donc c'était une moyenne pondérée de chacun des modèles. Du coup, quand vous avez envoyé plusieurs résultats au dernier, 15 minutes avant la fin, c'était avec d'autres coefficients de pondération ou... Oui, en fait, après, on testait un peu n'importe quoi. au pif. Soyons clairs, c'est une grosse dose de science, mais c'est une grosse dose de feeling aussi. De chance aussi, alors. Et de chance, Ouais, bien sûr. Beaucoup de chance. Ouais. Du coup, ça pose le problème de la technique, de la sélection de votre base de tests internes. Ouais, alors l'idée c'est, dans la combinaison de modèles par exemple, Vopal-Vabit, vous le faites tourner dans un sens, puis dans l'autre, puis avec un état de random. En fait, l'idée c'est plus vous donnez de façon, plus l'algo il a vu, plus les modèles ont vu des différentes façons de voir le problème, et plus votre modèle il est robuste. Parce que la notion de surapprentissage, c'est pas juste d'avoir mis trop de métaparamètres, trop de profondeur dans les arbres, c'est aussi d'avoir un algo, il a vu une partie du problème. Donc le voir par d'autres, dans les 55 modèles, il y a ça aussi. Il y a introduire des petits états de random comme ça, qui en fait améliorent la robustesse du modèle. D'autres questions? Juste une question pratique. Quel est le troisième collaborateur dans votre équipe? C'était Mathieu Scordia, qui est un data scientist chez Dataiku. Ah. Christophe, on va prendre cher. Je te laisse répondre. Une question que j'ai pas eu l'occasion de vous poser. Je crois que la dernière colonne à prédire, en fait, c'était la somme. Ouais. Il se trouvait que c'était la somme des... S'il n'y a rien, c'est un garbage en fait, c'était un bin. S'il n'y avait aucun, c'est tout sauf. Oui, c'était pas la somme. Ouais, c'était un tout sauf. Tout sauf, voilà. Ouais. Et vous avez exploité ça ou pas du tout? Ça... On a essayé, on n'a pas réussi. En fait, c'est bien, c'est à part quelques tricks comme ça qu'on en a vu sur quelques compètes, le post-processing à la main des résultats, franchement, j'ai jamais vu d'endroit où ça marche. Je sais pas toi, mais donc il y a quelques tricks à exploiter, des fois des petits lacs dans les données que les clients ne voient pas, qui permettent d'augmenter un peu artificiellement la performance, mais post-processer les données, j'ai pas vu d'endroit où ça marche. Et là, ça paraissait évident. Parce que, donc, juste pour tout le monde, il y avait la dernière variable, en gros, elle était égale sur le test d'apprentissage, ça se voyait bien, elle était à 1 quand aucune était à 1. Donc c'était une variable tout sauf, une variable type autre. Et donc il paraissait évident de dire, si dans mes 32 labels, j'ai avec une forte probabilité un 1, j'ai au moins
j'ai un des labels qui est à 0,92, bah, le Y33, j'ai envie de le mettre à 0, bah, ce type de post-processing ne marchait pas. On arrivait à détecter des anomalies de ce type-là, effectivement, mais on n'a pas réussi à les corriger à la main. Il y avait aussi des duplicates entre le train et le test, comme dans d'autres, et on n'a pas réussi à exploiter ce trick. D'autres Ah oui, bon, juste pour info, Romain, c'est son premier jour chez Octo, et en fait, c'est son titre de Kaggle Master qui a fait qu'il a sa place chez Octo. Hein, donc, ouais, c'est, non, mais sérieusement, c'est, pour ceux qui connaissent pas et pour ceux qui voudraient pas refaire leur CV, c'est vraiment un très bon moyen. Au-delà du fait qu'on apprend énormément de choses sur ce genre de compétition, ça permet aussi de se faire voir et c'est une bonne ligne sur le CV, quoi. Et puis on le met en œuvre chez les clients. C'est ça qui est drôle, faire du Kaggle aussi dans la journée de façon opérationnelle et être payé un peu mieux que sur les compétitions. Bon, s'il n'y a pas plus de questions, je vous remercie d'être resté jusque-là pour nous écouter. Merci à tous.